Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolt Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, retour de lecture. Et comme d'habitude, je vais vous parler de mes lectures récentes et de mon ressenti sur celle-ci. Donc aujourd'hui, on va avoir principalement du comics, on va parler de 7 ouvrages, mais également un peu de franco-belge. D'ailleurs, on va débuter par ça directement avec La Route de Manu Larsenet. La Route, adaptée de l'œuvre de Cormac McCarthy, un roman qui a reçu un prix Pulitzer en 2007 et qui a été également adapté au cinéma avec Viggo Mortensen dans le rôle principal. C'est sorti aux éditions d'Argo. Alors, Manu Larsenet, c'est un artiste que je ne connais pas du tout. Je connais de réputation et je n'ai jamais lu un ouvrage de sa part. Je me suis laissé tenter par La Route pour le découvrir. Déjà parce que La Route m'intéressait fortement comme film, j'avais beaucoup aimé. Et également de découvrir un artiste. Et donc, pour le pitch, on se retrouve dans un monde post-apocalyptique où il y a une forme de nuage de cendres dans le ciel. On ne sait pas pourquoi. Et on va suivre deux personnages, donc un père et son fils, qui, qui ont comme pour objectif d'aller dans le sud. Alors on ne sait pas trop le pays, mais on pourrait se dire que c'est les États-Unis. Et leur objectif est d'aller découvrir la mer et de voir s'il y a un îlot, un endroit où ils pourraient être en sécurité. Effectivement, sécurité, c'est leur objectif parce que eux, ils sont à pied le long de la route toute la journée. Ils font des kilomètres et des kilomètres. Et il s'avère que des fois, ils croisent des personnes qui ne sont pas bien, qui ont des objectifs pas très positifs. En gros, ils cherchent à se nourrir et ils se nourrissent finalement d'humains. Ils sont cannibales. Et donc, ils se protègent de ça. Et on va voir une relation père-fils qui est assez touchante, assez belle, assez magnifique. Et également, on va avoir d'un point de vue graphique, voilà, du travail, gros travail sur les gris. Il y a à peu près 12 nuances de gris dans ce récit au niveau des couleurs. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur. On est toujours dans du gris. Et on est beaucoup dans une mise en scène qui va être assez cinématographique, où on va avoir des gros plans et ça ne va pas du tout, il ne va pas y avoir beaucoup de dialogue. Donc ça, c'est vraiment un grand point fort, c'est la mise en scène de Manu Larsenet, qui est très cinématographique. Et voilà, et qu'on arrive à comprendre les planches sans parole, sans texte, et ça c'est assez bien fait de la part de Manu Larsenet. Alors, c'est un ouvrage qui, il n'y a pas beaucoup d'espoir hein, dans ce récit. C'est très noir. euh, et c'est vraiment une sensation un peu, ben, c'est sensoriel quoi. On vit cette route avec ces personnages et leur objectif. Et on est heureux quand ils arrivent à s'en sortir d'ennemis qui leur veulent du mal. Et voilà, et puis il y a aussi cette relation père-fils qui est assez touchante où le père fait tout pour le protéger, mais ils y voient durant la route ben, des choses horribles par rapport à cette situation dans ce mode post-apocalyptique. Voilà pour la route. Pour moi, c'est un récit ben, écoutez, que j'ai beaucoup aimé. Je suis pas très BD franco-belge, mais là, voilà, ça m'a bien plu et ça me donne envie de découvrir un peu plus la bibliographie de Manu Larsenet. Voilà, je vous le recommande, La route à la lecture, hyper intéressant au niveau graphique et également une histoire qui se tient bien et j'ai beaucoup aimé. Voilà pour La route de Manu Larsenet. On va passer maintenant à un manga et c'est les chefs-d'œuvre de Lovecraft, Les Montagnes hallucinées par Gu Tanabe. Donc c'est des œuvres de Howard Philip Lovecraft qui sont adaptées en manga par le mangaka Gu Tanabe. Alors j'imagine que vous avez peut-être déjà entendu parler. Pour ma part, Lovecraft, c'est vraiment une découverte. J'ai toujours entendu le nom de cet auteur, méconnu de son vivant, comme une référence dans la pop culture car il a beaucoup inspiré nombre de créateurs, d'écrivains, de réalisateurs, etc. etc. Alors, ben, pour ma première approche de l'œuvre de Lovecraft, j'ai décidé de passer par cette adaptation en manga par Gutanabe.
Donc, déjà au niveau graphique, Watanabe est un maître. Je vais vous montrer quelques planches où il est dans un détail, mais tel un orfèvre. C'est de l'artisanat pur. Et c'est juste magnifique. Et moi qui ne suis pas vraiment très manga, je me suis pris une vraie claque graphique. Au niveau du scénario, on est voilà, dans la fin du 19e siècle, début du 20e, et on se retrouve lors d'une exploration de l'Antarctique avec des chercheurs. Donc ils y vont en bateau et ils souhaitent découvrir des pans entiers du territoire de l'Antarctique parce que voilà, c'est des explorateurs et ils ont des objectifs de recherche. Et ils veulent surtout carotter la Terre, la glace, pour voir ce que raconte le passé de l'Antarctique et s'il y avait une population à l'époque, est-ce que c'était toujours le même climat, etc., etc. Donc on va découvrir plusieurs explorateurs dans cette quête et on va voir qu'ils vont découvrir très rapidement ce qu'ils voulaient chercher. Mais va y avoir un chercheur, l'un d'entre eux, qui va trouver des éléments très suspicieux et qui vont lui indiquer que il y a peut-être eu des vies humaines, des traces de vie humaine dans le passé, des grands animaux, dans une voilà 500 000 ans avant leur découverte. Et donc il va approfondir ses recherches en explorant de plus en plus le territoire de l'Antarctique. Et il va s'avérer que ces recherches vont confirmer ce qu'il a découvert et il va découvrir autre chose dans ces montagnes de l'Antarctique. Il va découvrir des choses dont il ne s'y attendait pas du tout. Voilà, moi je ne veux pas trop spoiler parce que c'est vraiment un plaisir de lecture de voir ce qu'il va découvrir. Donc on est vraiment dans un récit fantastique où ça fait appel à une certaine mythologie, la mythologie Lovecraftienne. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, vous connaissez. Mais moi qui ne connaissais rien du mythe de Cthulhu, par exemple, etc., écoutez, c'est incroyable, c'est juste incroyable. C'est d'une ingéniosité folle. Et c'est surtout, je pense aussi, le grand point fort, c'est l'adaptation graphique de Watanabe. Et aussi, il donne vie à ces nouvelles de Lovecraft. Et c'est incroyable. Donc je pense que je vais faire un comparatif quand même entre la nouvelle et le manga. Pour moi, c'est la découverte d'un nouvel univers. Je suis à fond. J'ai envie de découvrir tout ce qui a été, tout ce qui est des nouvelles de Lovecraft et déjà au préalable adapté par Watanabe. Donc j'ai beaucoup apprécié. Je veux pas trop en dire, mais on se rapproche de l'horrifique, voilà, du fantastique. Et ça fait appel à une certaine mythologie sur des peuples anciens qui ont peut-être vécu sur Terre. J'en dis pas plus, mais pour moi, c'est un gros, gros coup de cœur que cette adaptation des Montagnes Hallucinées par Watanabe, qui est sortie chez Kiun, donc des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Donc il y a plein d'adaptations, plein de nouvelles. Là, j'ai l'appel de Cthulhu que je vais découvrir et dans l'abîme du temps, les prochains ouvrages. Et vraiment, je vous le recommande. Si vous ne connaissez pas Lovecraft, c'est une super porte d'entrée. C'est dommage que Guillermo del Toro n'a pas pu aller au bout de son adaptation cinématographique parce que ça ferait un excellent film. Voilà pour Les Montagnes Hallucinées par Watanabe. On va passer au classique, aux comics, avec Extremity de Daniel Warren Johnson au scénario et au dessin, et Max Spicer à la colorisation. C'est édité chez Delcourt. Donc c'est l'un des premiers récits de Daniel Warren Johnson, l'un des rares que je n'avais pas lu. Et on va se retrouver dans un monde fantastique. Donc voilà, après une dernière bataille, on va rencontrer Théa, qui est une jeune fille et qui était fan de dessin qui, dans son enfance, qui adorait ça, c'était sa grande passion. Et elle a vécu un drame, c'est l'assassinat de sa mère par des ennemis, parce qu'il y a une sorte de lutte ancestrale dans cet univers, où il y a deux peuples qui se font la guerre depuis la nuit des temps. Et suite à cet assassinat, le père de Théa, qui sera notre personnage principal,
ben, va prendre les armes et va aller dans une guerre encore plus violente contre ses ennemis et va embarquer avec elle Théa, qui à la base était une artiste qui rêvait voilà, de dessin, de culture, etc. Et elle va devenir une guerrière par la force des choses. Elle va avoir un frère également, son frère Rollo, qui n'est pas du tout dans la lutte armée et qui est non violent. Et son père ne va pas apprécier ça. Et donc, tout au long du récit, on va voir déjà une guerre, une lutte sanglante euh, pour, euh, entre ces deux ennemis où on ne sait pas vraiment pourquoi ils se détestent depuis tant d'années. C'est culturel, ils se font la bagarre. Donc la violence y est euh, très importante dans ce récit. On voit beaucoup de scènes de bataille. C'est assez violent, c'est assez sanglant. Et dans cet univers post-apocalyptique, on voit que tout ce qui est fait le passé des humains n'est plus là. Et donc on retourne un petit peu à l'âge de pierre. Et c'est vachement intéressant sur les thématiques parce qu'on y parle donc de la guerre, de la violence, de pourquoi ce cycle de violence continuelle entre des peuples des fois qui ne s'entendent pas pour des questions territoriales, pour des questions de pouvoir. Et donc c'est des thématiques qui peuvent être très actuelles et qui sont hyper bien déjà illustrées par Daniel Warren Johnson, parce que le grand atout également, c'est les dessins de Daniel Warren Johnson. Il faut que je vous retrouve. Il y a des doubles planches, mais juste, mais voilà, on y voit le dynamisme de cet artiste. Il faut que je vous retrouve une double planche qui, moi, m'a regardé. Voilà. Donc déjà, il était au début de sa carrière. Il avait déjà ce grand talent qu'on lui connaît. Et c'est juste génial. Donc je ne vais pas aller plus loin pour pas spoiler. Mais c'est juste incroyable. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est plein d'action. C'est super bien dessiné. Et également, il y a des questionnements sur le cycle de la violence. Comment l'arrêter. Et on va voir que c'est compliqué quand on est des ennemis depuis longtemps d'essayer de faire la paix. Et c'est vachement très bon. C'est vraiment très bon. C'est du très bon Daniel Warren Johnson. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Et avec de bonnes valeurs. Et également plein d'actions. Et un dessin aux petits oignons. Voilà pour Extremity. Faut que je vous trouve cette double planche qui est incroyable. Ah là voilà. Voilà, c'est double planche, parce que le détail de Daniel Warren Johnson, tout est dans les détails. C'est magnifique ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement, mais voilà, c'est double planche qui représente une tour avec les différents étages, les différentes chambres, les différentes salles. Et on voit les petits outils, les petits détails. C'est juste incroyable. Donc je vous le recommande Extremity si vous aimez Daniel Warren Johnson, si vous avez lu Doom ou Powerbomb ou Wonder Woman Dead Earth. Mais là, c'est vraiment une création originale et c'est hyper bon. Voilà pour Extremity. Ensuite, on va passer à Hotel. Donc, c'est sorti chez Black River. Donc, il y a 2 volumes à ce jour. Donc, j'ai eu le plaisir de recevoir Hotel par Black River et il me manquait le tome 1. Donc, je me suis procuré le tome 1 pour lire les deux à la suite. Alors, moi, je suis pas du tout récit horrifique à la base. Et écoutez, je me suis dit, je vais retenter l'aventure. Alors, j'en ai pas forcément lu beaucoup dans ma carrière de lecteur, mais là, on va se retrouver dans un récit où on est dans un hôtel. Ça se situe tout le temps dans un hôtel sur la route 66. Et c'est un hôtel qui n'est visible que par les âmes tourmentées. Et donc, il s'appelle l'hôtel Pierrot Kurtz. Et donc, dans ces chambres, qui sont pas très nombreuses, ils sont au nombre de 4, on va être accueilli par un personnage qui est le majordome de l'hôtel. Et chaque personne qui va rentrer dans ces chambres d'hôtel va faire face à ces démons. Et donc c'est un hôtel hanté. Et voilà, donc là on voit Jack Lynch, qui est le maître d'hôtel, le réceptionniste, et qui va être un petit peu notre guide tout au long de ce récit, qui va finalement être une compilation, une anthologie. On va avoir à chaque numéro sa petite aventure, son client qui arrive dans l'hôtel et qui lui arrive des mésaventures.
Donc, comme je vous l'ai dit, ils font faire face à leurs démons. Chaque fois dans leur chambre, il va y avoir l'apparition de spectres, des choses assez horribles. Là, par exemple, pour le premier numéro, on va avoir une femme enceinte qui a quitté son mari et qui a pris la route pour aller sur la route 66. Et, euh, et voilà, quand elle va dormir, elle va faire la rencontre de son futur bébé. Et on va voir que finalement, c'est pas son futur bébé dont elle fait la rencontre et que ses rêves, parce qu'elle est toujours fatiguée, etc. Et ben, ça explique d'autres choses, il y arrive d'autres choses. Et c'est assez choquant quand on le découvre. Voilà, donc je ne veux pas vous spoiler, mais c'est super. Il y a toujours un petit fil rouge et il y a toujours Jack Lynch, le réceptionniste, qui est un peu ben, notre conteur d'histoire, le guide et qui va. Voilà, franchement, c'est super. C'est intelligent, c'est malin. On est toujours surpris. On est quelquefois horrifié, mais c'est aussi le plaisir de lecture d'avoir quelquefois des petites frayeurs. Et c'est, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ces 2 volumes. C'est du bon horrifique, c'est du bon. Voilà, ça me donne envie d'en découvrir peut-être d'autres dans le genre. Donc le tome 2, c'est vraiment dans la même veine. C'est dans une continuité, même si on essaie quand même de changer des fois la recette parce que ça peut être redondant. Et donc là, on a des fois des numéros qui sont un peu plus longs. On va vivre une histoire sur 2 3 numéros. Là, on va voir vraiment un fil rouge continu dans ce volume 2. Donc c'est John Lees, je n'ai pas dit les artistes, John Lees au scénario, Dalibor Telagitz au dessin et Lee Loveridge à la colorisation. Donc c'est excellent et même le trait de Dalibor Telagitz, moi j'ai beaucoup aimé, il y a un petit côté Mac Spicer. Ouais, ou un peu Goran Suzuka, voilà, j'aime bien ce style, très comics finalement. Et c'est du tout bon. C'est du tout bon. Donc si vous êtes fan de récits horrifiques, de films horrifiques, voilà, d'horreur, ouais, ouais, ça c'est du tout bon. Hein. C'est du tout bon. Hôtel chez Black River, moi je vous le recommande fortement parce que c'est vraiment une excellente surprise de mon côté. Voilà pour pour Hotel. Et ensuite, on va passer à du bon vieux Superman. Voilà, j'aime bien lire du Superman en ce moment. Et là, je me fais un peu les récits qui m'apparaissent les plus intéressants pour moi. Et donc, je me suis procuré Superman les origines de Mark Waid au scénario et Neil Francisu au dessin. Et donc là, c'est Superman les origines. Voilà, Mark Waid, c'est un scénariste que j'apprécie beaucoup. Et Neil Francisu, c'est un dessinateur que j'avais découvert sur les New Avengers. C'est pas mon dessinateur préféré, mais il fait plutôt du bon boulot dessus. Donc en gros, là, on va redécouvrir les origines de Superman, mais dans une autre temporalité, dans la temporalité moderne, à la fin des années 2000. Suite avec une. Ben, Mark Waid le dit très bien dans sa préface ou dans sa postface. On est sur le post-11 septembre, donc les gens ont plus peur, les gens vivent dans la peur. Et comment va réagir le monde à la découverte d'un alien hyper puissant et qui souhaite les protéger. Et là, c'est super intéressant, mais on va partir de cet aspect-là, dans ce thème-là, et on va voir si Superman arrivait de nos jours dans notre monde, comment on l'accueillerait. Et c'est super intéressant. Donc on y voit un Clark Kent qui a voilà, des origines classiques, hein, qui fuit Krypton sur sa navette, qui arrive sur Terre, recueilli par ses parents, les parents Kent. Et on va voir son évolution, comment il est devenu journaliste, etc. Et donc c'est modernisé, c'est des origines modernisées du super-héros, de l'homme de demain. Et on va voir également un Lex Luthor très machiavélique pour le coup dans cette histoire, et qui lui voit clairement en Superman un ennemi pour prendre le pouvoir sur Terre. Et il va faire tout son possible pour médiatiquement le rendre un ennemi de la Terre, pour la population. Alors que Superman, lui, va faire tout son possible pour faire comprendre qu'il veut du bien au monde et que voilà, c'est un symbole de justice, de liberté, etc. Mais c'est pas évident tout de suite pour le faire comprendre au peuple, qui a très peur de lui. Et donc on va voir toute cette évolution.
C'est vachement bien parce que on regarde d'un œil nouveau, parce que Superman a toujours été plutôt bien accueilli dans les histoires précédentes. Et là, on voit que non, les gens se méfient énormément et ont peur qu'il domine le monde et qu'il soumette toute la population entière. Donc c'est hyper bon. Le dessin de Lénine Francis Yu, c'est un peu le bémol de ce récit, même si je peux comprendre que certains apprécient. Moi, j'ai un petit blocage, je sais pas pourquoi. Peut-être les visages. Voilà. Mais sinon, c'est un excellent récit sur Superman. Très bon et qui repose les bases finalement modernes du super-héros sans en perdre l'essence même, l'essence du super-héros qui est né il y a maintenant près de 85 ans. Euh, Écoutez, moi je pense que c'est un très bon récit pour découvrir Superman. Et voilà, Mark Waid a quand même, toujours mais c'est dans sa culture, c'est une encyclopédie de l'univers d'ici. Et donc il n'a pas difficulté à remettre au goût du jour des événements de l'âge d'argent, des inspirations de cet âge d'argent. Et c'est à la fois moderne et classique. Et ça en fait un très bon récit sur Superman, sur ses origines. Donc je vous le recommande à la lecture si vous souhaitez avoir les origines de Superman renouvelées. Donc c'est Mark Waid et Lenny Francis Yu, Superman les origines, édité chez Urban Comics. Également, on va continuer donc avec l'intégralité de Y, le dernier homme, que j'ai terminé il y a quelques semaines. Et je voulais revenir vers vous pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc déjà, c'est sorti en Urban Nomad. Donc vous avez l'intégralité du run en 5 volumes. Voilà, on est à peu près sur 1500 pages, la totalité. Et ça vous en coûtera à peu près 40 euros. Voilà, pour avoir l'intégralité d'un run. Déjà, c'est très bon marché. Et surtout, c'est un run de qualité. Donc, c'était sorti chez le label Vertigo à l'époque. Et c'est Brian Kevogan au scénario et Pia Guerra au dessin principalement. Voilà le volume 1. Je vous avais déjà parlé des 2 premiers volumes. Donc en gros, le postulat de départ, c'est dans un monde post-apocalyptique où il arrive un drame, c'est que d'un jour ou l'autre, il n'y a plus d'hommes sur Terre. Ils sont décimés. Alors on ne sait pas si c'est un virus, on ne sait pas les origines de tout cela. Et on va voir le monde qui va changer, qui va devoir s'adapter par rapport à cette situation. Et on va voir également un jeune homme qui s'appelle Yorick, et qui reste le dernier homme sur Terre, et qui va être accompagné d'un autre mâle, un singe qui s'appelle Esperluette. Et donc on va découvrir ces personnages et leurs aventures. Ils vont devoir être aidés par nombre d'alliés pour arriver à un objectif, c'est de comprendre ce qui s'est passé et également de trouver une solution à tout ça et voir si on peut réparer les choses. Et écoutez, si ça se trouve, faire qu'il y ait d'autres hommes sur Terre que lui pour repeupler la planète. Voilà un petit peu pour le postulat de départ. Et donc, on va être dans un récit d'aventure qui va être également une satire sociale, en quelque sorte, parce qu'on va voir le monde sans homme, comment il va devenir. Donc on va voir l'évolution de cette société, le changement de l'organisation de la société. On va voir qu'il y a certains secteurs d'activité, certains métiers qui vont ne plus exister parce qu'il n'y a pas de femmes qui faisaient ces boulots-là. Par exemple, pilote d'avion. Voilà. On n'a plus de pilote d'avion. Et donc c'est hyper intéressant. On est vraiment sur une odyssée, sur une aventure qui va nous mener des États-Unis, en Australie, en Europe, etc., tout autour du monde, avec une quête de trouver la source de ce mal et de la réparer. Et on va être surpris, on va avoir beaucoup de twists dont on ne s'attend pas. Et tout le long du récit, on va vivre cette aventure de Yorick Esperluette et ses alliés. Et ça va être chouette, ça va être une belle aventure. Ça va être une aventure qui va nous faire réfléchir aussi sur notre situation d'homme. Il y a beaucoup de questionnements. Et voilà, après le petit bémol, c'est qu'au niveau du tome 4 et du tome 5,
on sent que on allonge un peu le récit, on le décompresse et on prolonge le plaisir, mais souvent au détriment ben, de la qualité, parce que c'est un peu redondant, on vit toujours un peu les mêmes aventures, les mêmes numéros, et c'est un peu dommage. La conclusion est plutôt bonne. La conclusion est plutôt bonne, même si on s'attend des fois à autre chose. Voilà, mais ça c'est toujours le lecteur qui se fait son idée, hein, mais un peu déçu de la fin. Je la voyais différemment, mais elle est quand même appréciable, elle est quand même agréable. C'est une belle aventure. C'est un run de qualité et que je recommande à tous s'ils veulent mettre un pied dans l'indé et dans le label Vertigo en particulier, avec ben, cet avantage de les avoir en urban nomade, d'avoir tout ça dans un prix contenu. Le format est assez bon, ça marche bien pour Y le dernier mois, Y le dernier homme, parce que ben, écoutez, c'est assez confortable à la lecture et voilà, une bonne prise en main. Et puis bon, il faut pas avoir une trop mauvaise vue, hein, mais voilà. Mais sinon, c'est du tout bon. Donc, Y le dernier homme, je vous le recommande fortement. Je pense que c'est quelque chose à avoir dans sa bibliothèque ou à avoir lu au moins une fois dans sa vie. Voilà pour Y le dernier homme. Donc, très positif. Et on va terminer par un gros bébé, c'est Seven to Eternity. Donc, de Rick Remender et Jérôme Opeña. Et sorti chez Urban Comics. Alors, Seven to Eternity. Ben, moi j'avais beaucoup aimé Fear Agent, du même scénariste, avec le même dessinateur d'ailleurs. Il faut rajouter Tony Moore, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. Et j'avais envie de me lancer dans cette aventure. On est dans un monde ben, de fantasy où on va suivre un personnage qui s'appelle Adam Osiris. On va le suivre de deux manières. On va le suivre via son journal intime où il va raconter sa vie, son aventure et ce qui se passe dans sa vie. Tout simplement. Et également son histoire en action, en images. Et en gros, on est dans un monde où le roi Fange a passé un pacte avec la majorité de la population sur le principe d'une promesse. Donc il va céder au désir de la population, il va leur exaucer un vœu, et en contrepartie, chaque membre de la population va être lié au roi Fange et va devoir se soumettre à lui. Et donc ça va être les yeux du roi Fange, il va pouvoir être manipulé à distance par le roi Fange, et voilà, ils sont complètement soumis à cause de cette promesse. Donc ils se sont compromis avec le roi Fange. Et donc il y a une sorte d'irréductible population, qui est une famille en particulier, c'est la famille Osiris, qui n'a jamais voulu céder à cela et se soumettre au roi Fange. Et on va voir dès le départ du récit qu'ils vont en payer le prix, et plus particulièrement le père de notre personnage principal, Adam Osiris. Son père va être assassiné. Donc Zebadia Osiris va être assassiné par le fils du roi Fange, qui est le joueur de flûte. Et donc va s'en suivre une quête du fils Adam Osiris pour récupérer le roi Fange, le kidnapper et le détruire. Mais ce n'est pas sans risque, parce que le roi Fange, vu qu'il est lié à la majorité de la population, si on tue le roi Fange, on tue la majorité de la population. Et donc là, on va avoir, on va devoir faire ça de manière, d'une certaine manière, c'est qu'il faut aller dans un certain endroit pour couper le lien entre le roi Fange et la majorité de la population. Donc il va y avoir une équipe qui va se former autour d'Adam Osiris pour cette mission. Donc ils vont être 7, donc Seven to Eternity, et ils vont kidnapper le roi Fange et l'emmener dans cet endroit pour faire ce qu'ils ont à faire, sans tuer la majorité de l'humanité. Et donc ça va être un récit assez épique. On est complètement dans la fantaisie avec beaucoup d'action et surtout beaucoup de questionnements philosophiques et sociétaux. Ça, c'est Rick Remender, il arrive beaucoup à faire ça. C'est qu'il arrive à lier un récit qui va être hyper dans l'action et également très profond dans ses thèmes. Et donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc on va y parler du pouvoir, de la soumission d'un peuple à quelqu'un, et également des questionnements sur la liberté, le libre arbitre. Est-ce que des fois le peuple n'a pas besoin d'être dirigé pour, pour vivre dans une paix plus ou moins de qualité?
Voilà, donc c'est très intéressant. On va voir le roi Fange, qu'on décrit comme un ennemi au départ, mais qui est très manipulateur et très intelligent. Et Adam Osiris va des fois se laisser charmer par ses paroles. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais c'est hyper intéressant, je ne veux pas vous spoiler. Et voilà, beaucoup de questionnements intéressants. Et aussi sur des choses qu'on n'arrive pas à s'avouer à soi-même. Des fois, on se ment à soi-même. On fait des choses parce qu'on a certains objectifs. On se dit qu'on a ces objectifs, mais au fond de soi-même, on en a d'autres. Donc c'est ça, c'est intéressant. C'est cette double narration entre le journal de bord d'Adam Osiris et ce qu'on va voir sur les planches. Et donc il y a une certaine différence. Et ça, voilà, c'est hyper intéressant. Donc tout est intéressant dans ce récit. C'est peut être un peu exigeant, un peu pointu, mais au niveau des dessins, on se prend une grosse claque. Jérôme Opeña a fait des nets progrès entre Fira Jones et c'est juste magnifique. Voilà, une partie des membres des 7 qui vont kidnapper Adam Osiris, qui vont kidnapper le roi Fange. C'est juste magnifique, c'est juste merveilleux. Moi, je vous le recommande. Voilà, si vous voulez un récit de fantasy avec beaucoup d'action et également une profondeur avec des questionnements sociétaux et philosophiques qui peuvent faire des parallèles avec nos sociétés actuelles, c'est juste excellent. Et aussi une introspection d'un personnage et de ses failles et de ses doutes. Et, euh, et des fois, on peut se penser gentil, mais on ne l'est pas forcément. Voilà, je ne dis plus rien, mais c'est excellent. C'est juste excellent. J'ai beaucoup aimé. Eric Remender fait partie de ces scénaristes que j'ai envie de suivre de plus en plus. Voilà, je vous le recommande fortement. C'est Event to Eternity. C'est sorti en grand format urban, mais ça existe également en format simple. Voilà, donc je vous recommande des bouquins, mais vous savez, vous avez plein d'options, hein. Vous avez l'occasion, vous avez également les médiathèques qui sont là, et on a de la chance en France d'en avoir une multitude. Voilà pour ce retour de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes lectures récentes, et si vous avez lu l'une d'entre elles, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut!